Eh bien, je remercie Florian et les organisateurs d'être ici, de pouvoir être là avec vous. Mattia Pro et moi, on avait posé la question il n'y a pas longtemps à Florian. Il y a marqué sur le programme GCSF, mais il n'y a pas de détails. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il nous a laissé le champ libre. Alors, j'ai pensé, puisque mon job était de voir un peu la biologie, j'ai pensé de vous faire un topo sur GCSF, récepteurs et mutations. Ceci ne doit pas effrayer les gens qui étaient impliqués avec l'EPO. Donc, on ne va pas répéter les angoisses, n'est-ce pas, Mati, que nous avons vécues avec tout ce qui était ou qui n'était pas réalité. Et on verra bien ce que je vais vous montrer. Alors, en revoyant un peu les diapos antérieurs, j'étais un peu surpris de retrouver des données d'il y a quelques années. Ici n'est pas l'utilisation du GCSF, mais c'est la production par des tumeurs du GCSF, où il y a toute une série d'études, et là je ne vais pas les citer en détail, mais vous voyez qu'il y a des tumeurs qui produisent du GCSF, et alors ces patients ont des leucocytoses, et en traitant les tumeurs, eh bien, la leucocytose se réduit, donc c'est une espèce de marqueur de la tumeur. Malheureusement, dans ces différentes études qui ont été publiées au cours des 15 dernières années, donc après l'arrivée du GCSF comme médicament, il n'y a personne à part une étude dans le tératome, qui est celle-là, qui fait une espèce d'hypothèse de mécanisme, mais il n'y en a pas vraiment, en disant que ça doit être un problème d'épigénétique ou peut-être des déméthylations à certains endroits mettent en route l'expression d'un gène qui alors finira par produire du GCSF. Mais il n'y a pas d'explication bien claire donnée. Donc déjà quelque chose de biologique un peu curieux, donc des tumeurs de différents types, avec une majorité urologique, mais quand même poumons, etc., qui produisent du GCSF. Alors un autre aspect du GCSF qui peut être un peu plus angoissant, ici, c'est une étude qui a été publiée dans le milieu pédiatrique il y a quelques années, où on s'est rendu compte qu'en regardant des cellules, des cultures de cellules de neuroblastomes, qu'il y avait une expression de récepteurs de GCSF et que le GCSF pouvait augmenter la prolifération de toute une série d'un sous-groupe de cellules dans le neuroblastome. Donc nous sommes dans l'hétérogénéité oncologique. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une augmentation des cellules cancéreuses qui sont en phase S à des doses qui sont tout à fait comparables à ce qu'on fait en clinique, avec prolifération, invasion, etc. Donc c'est des lignées cellulaires, hein, donc ce n'est pas des patients. Donc, où on a trouvé donc, le messenger RNA pour le récepteur GCSF. Et ce récepteur répond à l'administration, in vitro toujours, de GCSF exogène, c'est-à-dire du produit. Il ne faut pas oublier, c'était une étude sur cellules immortalisées. Mais, voilà récemment, une autre étude où on a pu montrer les récepteurs sur une sous-population de neuroblastomes, alors dans des tumeurs xénographes, de xénographes et dans des tumeurs de patients, ainsi que dans les lignées cellulaires. Alors, ceci m'amène au récepteur et au gène du récepteur, qui est le CSF3R, qui est le récepteur du GCSF, donc qui code pour le GCSF. Et ce récepteur, ces cellules, expriment le CD114 positif, donc en immunofluorescence, vous pouvez le voir, et qui est responsable d'une autoprolifération. Donc on est un peu dans un milieu stem cell, si vous voulez. Ceci a été, comme je vous ai dit, a été vu dans toutes les lignées cellulaires testées, dans des xénographes et dans des tumeurs de patients. Je ne veux pas vous montrer des tableaux avec des flèches dans toutes les directions, mais en fait, c'est le mécanisme habituel du GCSF avec uprégulation de STAT et ensuite la signalisation. Donc, il semble qu'il y a une sous-population dans ces tumeurs qui expriment le récepteur et qui répondent à l'administration de GCSF exogène. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Parce que chaque fois qu'on se trouve dans une discussion sur GCSF, que ce soit dans les symposiums qu'organise MATI type EORTC,
chaque année au mois de mars, ou ailleurs, il y a toujours cette question, mais est-ce que le GCSF peut induire une leucémie? Est-ce qu'il est oncogène, etc., etc. Et je suis toujours au dernier moment de la présentation, je me manifeste toujours en disant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'en neutropénie cyclique, les patients reçoivent pendant des dizaines d'années ou plus, jusqu'à 15 ans maintenant, depuis l'arrivée en 1994 ou 13 dans cette indication, du GCSF, et on n'a jamais vu de complications malignes. Donc si on regarde les neutropénies chroniques, on a un modèle qui vous montre neutropénie seule et pas autre chose, donc on ne peut pas dire que c'est la chimio qui intervient et on ajoute une GCSF qui augmente la dose de la chimio, etc. Alors, quelles sont les causes de la neutropénie chronique? Eh bien, on ne va pas passer en revue tout ceci. Je veux seulement vous parler des neutropénies isolées, puisque les autres, ça ne nous aide pas beaucoup. S'il y a d'autres problèmes médulaires, il n'est pas étonnant qu'il y ait alors des complications différentes. Et les désordres neutropéniques associés à d'autres problèmes ne sont pas assez clairs et assez propres, ni assez nombreux pour pouvoir suivre les neutropénies individuelles propres, d'autant plus que depuis 1994, il y a un registre international des neutropénies isolées, qui comprennent la maladie de Kostmann, donc Severe Congenital Neutropenia, la neutropénie cyclique, certaines neutropénies auto-immunes, et puis quelques autres types Schwachmann, etc., qui sont relativement rares. Donc on a un modèle clinique où le GCSF est utilisé au long cours. Premier patient traité dans mon hôpital était une dame enceinte qui avait fait 2 avortements septiques et qui, on avait fait une réunion avec les gens d'Amgen à l'H de Denver, donc je crois que c'était en 93, était la première à recevoir du GCSF alors qu'elle était enceinte, après accord comité d'éthique, etc., et qui avait une neutropénie cyclique que je vois encore maintenant et qui est toujours traitée et qui va très bien. Donc on a des gens qui sont en traitement depuis 10, 15, 20 années et je vous montrerai les résultats du registre. Alors, ces neutropénies dont je veux vous dire quelques mots, c'est dans la maladie de Kostmann et la neutropénie cyclique. Alors, les deux, donc ceci est relativement récent, c'est vers 2008, on a pu montrer qu'il y a une mutation qui s'appelle ELA2, le gène s'appelle ELA2, pour la maladie de Kostmann et pour la neutropénie cyclique. Et curieusement, dans la maladie de Kostmann, cette mutation peut être suivie, ne l'est pas toujours, peut être suivie par une mutation dans le récepteur du GCSF, donc dans le gène du récepteur du GCSF, et c'est ces patients-là qui font une complication, donc leucémie ou syndrome myélodysplasique. Alors, si on prend d'abord la maladie de Kostmann, donc cette mutation code pour une protéine qui est l'élastase du neutrophile qui s'appelle NE pour neutrophile élastase et qui crée un problème. Donc, il y a des mutations, donc ça veut dire que la protéine est tordue et il y a des problèmes de plissement et de misfolding qui ensuite, par l'intermédiaire de MYC et d'autres, induisent une apoptose. Le gène CSF3R est celui qui code donc pour le GCSF. Et là, dans la maladie de Kostmann, il y a un certain nombre de patients, à peu près 2 à 8 par an. Et ça, c'est le taux de leucémie aiguë chez les gens traités au long cours avec une maladie de Kostmann traitée par GCSF. Donc, c'est ceux qui font cette deuxième mutation qui n'est pas génétiquement au départ, alors que là, on est en maladie héréditaire. La maladie de Kostmann, c'est un autosome récessif, mais c'est seulement Kostmann qui l'a décrit. Donc, Kostmann a décrit une famille en Suède dans les années 50, où il y avait quelques 25 membres qui avaient cette mutation, et où les 4 survivants ont été revus récemment par une équipe suédoise et qui ont reconfirmé l'hypothèse au départ, alors qu'on ne pouvait pas, mais on avait du matériel congelé, qu'on ne pouvait pas montrer qu'il y avait cette deuxième mutation. Donc, ces patients ont une mutation au départ, héréditaire, qu'ils ont hérité d'un de leurs parents, et ensuite ils font une deuxième mutation au niveau du récepteur du GCSF. Et cette acquisition séquentielle des 2 mutations se termine par un syndrome myélodysplasique ou une leucémie aiguë. L'hypothèse étant que quand vous avez cette mutation dans ce récepteur, il y a un sous-groupe de cellules, donc celles qui portent cette mutation, qui sont hypersensibles au GCSF,
et il y aurait un sous-groupe de cellules qui alors vont faire un clone qui finira par devenir malin. Ça, c'est l'hypothèse. Alors voilà ce récepteur au GCSF. Alors cette diapo est une diapo qui résume un peu tout. Je ne vais pas regarder les détails, mais vous avez ici la partie extracellulaire, donc où va se fixer le ligand, le GCSF. Vous avez la partie transmembranaire et vous avez la partie cytoplasmique, donc intracellulaire. Et là, vous avez toutes les différentes possibilités et variantes de mutation et d'expression de mutation qui ont été décrites avec la maladie correspondante. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à ce niveau-ci comme mutation finira par faire une maladie de Kostmann. Et ici, curieusement, arrive aussi la leucémie neutrophilique chronique, qui est très rare. Moi, en 30 ans, j'ai vu 2 cas, et qui d'ailleurs ont été alors définis par après par une équipe belge où on a pu montrer certains gènes qui maintenant ne rentrent pas dans la discussion d'aujourd'hui. Et c'est ces mêmes altérations qui peuvent aussi alors se retrouver comme facteurs de promotion de leucémie aiguë. Et puis vous avez dans la région cytoplasmique, donc intracellulaire, toutes ces mutations-là qui vont alors créer chez ces gens un syndrome myélodysplasique ou une AML. Mais vous voyez que ces maladies ici sont la résultante d'une mutation au niveau du récepteur, alors que ces patients ont, de par la définition de leur maladie, une mutation dans le gène ELA, qui lui code pour cette protéine du neutrophile, etc. Donc il y a cette deuxième mutation qui se rajoute. Pourquoi est-ce qu'il se rajoute une deuxième mutation? On ne le sait pas très bien. Par exemple, vous remarquerez qu'ici, je voulais vous parler de 2 maladies, c'est-à-dire la maladie de Kostmann, severe congenital neutropenia, d'une part, et d'autre part, la neutropénie cyclique, qui ne se retrouvent pas sur ce tableau. Donc on ne sait pas pourquoi les gens qui ont la même mutation ici, celle-là, en neutropénie cyclique, ne font pas de deuxième mutation au niveau du récepteur. Donc, je ne sais pas on ne sait pas quelle est la raison, s'il y a un équilibre, un déséquilibre qui favorise une deuxième mutation, mais qui doit être génétique puisque la maladie est héréditaire et les autres ne la font pas. Alors, quand même, pour nous rassurer tous, puisque nous ne partons pas, Mathis sur l'idée d'un récepteur type drame de l'érythropoïétine. Et ici, vous avez une étude que je vous rappelle, que la plupart des gens connaissent, qui a été publiée dans le JCO en 2010, où il y a une revue qui a été faite par Lyman et d'autres, en prenant une espèce de méta-analyse, un grand nombre de patients qui étaient dans toute une série d'études qui ont dû être sélectionnées. Donc les études ont été sélectionnées en fonction de critères particuliers. Et c'est des patients qui ont reçu une chimiothérapie, plus GCSF ou non GCSF. Alors vous avez 6000 patients versus 6700 et quelques, et syndrome myélodysplasique et leucémie myéloïde aiguë, 43 versus 22, ce qui fait un P significatif. Mais par contre, quand vous regardez la mortalité, aussi de manière significative, la mortalité est inférieure chez les patients qui ont été traités et qui avaient plus de leucémie, inférieure par rapport au groupe contrôle sans GCSF. La raison probable est que les patients qui ont reçu du GCSF, pourquoi est-ce qu'ils ont reçu le GCSF? Pour 2 raisons, soit pour éviter une neutropénie cyclique, mais soit pour pouvoir maintenir la dose calculée au départ. Donc les gens ici ont dû, et ils ont regardé dans cette étude, vous pouvez la relire, l'intensité de dose a été vérifiée, et l'intensité de dose est tout à fait respectée chez les patients qui ont reçu du GCSF, alors qu'elle ne l'est pas ici. Donc maintenant, on peut faire des hypothèses. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Est-ce que cette différence est là parce que le GCSF était impliqué, ou est-ce qu'elle est là tout simplement parce que la chimiothérapie était plus intense, ou est-ce que c'est une raison des deux? Ça, on ne sait pas. Mais le gain qu'on a eu par l'utilisation de la dose calculée par rapport à la dose adaptée à la toxicité médulaire ou à d'autres toxicités a fait que la mortalité est inférieure. Donc, en conclusion, on peut dire moins de mortalité avec plus de chimio. Le registre. Alors, Karl Welté, qui est à Hanovre, avait commencé ce registre du temps où il était encore aux États-Unis. Et je pense que le départ a été financé par Amgen. Nous avions participé à l'époque et nous avons une série de patients dans ce registre. Donc, on a commencé en 1994. Et là, vous voyez le nombre de patients qui se trouvent dans ce registre.
et le nombre de patients qui ont été traités par G-CSF, l'immense majorité au long cours. Alors ce registre comprend 4 types de patients. C'est les Costman, les neutropénies cycliques, les neutropénies auto-immunes, qui sont relativement rares dans le cadre de certaines maladies auto-immunes, et puis quelques Schwachmann. Donc là, vous voyez le nombre de Schwachmann qui étaient inclus. Alors, il y a eu, sur l'ensemble de ces patients, 57 patients avec un syndrome myélodysplasique ou une leucémie myéloïde chronique. Et comme on pouvait se l'attendre avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure, la majorité, 50 des 57, se trouve auprès des 422 patients avec un severe congenital neutropenia, donc avec une maladie de Costman. Pour le Schwachmann-Diamond, il y en a 3 sur 37, donc ça nous fait 53, et les autres 4. Alors j'ai téléphoné à Velte, parce que ceci date de 2009. Il y avait un update qui était dans le Seminar in Hematology en 2006, qui montrait à peu près la même chose, mais avec un nombre de patients moins suivis pour la même durée, donc pour une durée au-delà de 10 ans. Et il n'y a pas eu un seul patient avec une neutropénie cyclique qui a fait un syndrome myélodysplasique ou une leucémie. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ceci? Le G-CSF permet de maintenir la dose de chimiothérapie calculée. Ça peut arriver, mais c'est certainement pas fréquent. Mais enfin, si vous avez 400 patients qui ont une neutropénie cyclique, il y aura à la fin quand même un certain nombre qui vont faire une néoplasie. Devant un patient avec une neutropénie chronique, il faudrait faire une évaluation génétique, puisque les 2 grands groupes ont une mutation ELA. Et alors, vous êtes évidemment dans la situation de devoir voir aussi ce qui se passe avec les proches, avec la famille. La neutropénie cyclique reste le modèle prouvant l'innocuité d'un point de vue malignité du G-CSF en absence de tout autre facteur. Donc c'est un modèle propre et clair, sans qu'il y ait des interventions de chimiothérapie, d'autres traitements, de combinaisons chimio-radio. Donc vous connaissez toutes ces inductions néoplasiques, fréquences de maladie d'Hodgkin après chimio-radio, etc. Voilà, merci beaucoup. Alors, je sais que ce n'est pas ce que Florian voulait, mais il nous a laissé le champ libre, alors voilà. Merci beaucoup, Mario. Avez-vous des questions pour M. Di Catto? Tout le monde est rassuré? Je ne vois pas de main se lever. No hands up. Jeffrey? Mario, very nice presentation. If I can just make a couple comments. I think this is a very controversial area, both around the receptor and risk of G-CSF, but I was part of that study with Gary Lyman looking over the randomized trials, and I think it's somewhat reassuring to me that over those thousands of patients, even though there is some excess of MDS and AML, it fits with the increased dose of chemotherapy delivery, I think, better than anything else, and the magnitude of that is about 0.1%. But the benefit in terms of mortality is tenfold that. So on balance, even if there is some increased risk from the G-CSF or just from increased dose delivery, at least it looks like there's some therapeutic benefit overall in terms of mortality. I think at the present time, except for neuroblastoma, there's no controversy at the literature. I just wanted to choose this topic because it comes up all the time, and I wanted to just show that there is no relationship between G-CSF in patients who do not have other problems, be it mutations or chemotherapy or even chemoradiotherapy, where you would expect even a larger effect. So I think it's not a controversy. Right. It's not like the story we had with APO receptors. Thank you.